Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation. Ma première question, je ne sais pas trop si elle est politique, si elle est sociétale, si d'ailleurs c'est une question ou une indignation. Je vais vous parler de Kenzo, ce petit garçon atteint d'un cancer du cerveau qui voulait réaliser son rêve en allant voir un match de l'OM à Ajaccio samedi. Certains supporters, entre guillemets, d'Ajaccio n'ont pas supporté de voir ce petit bonhomme de 8 ans porter un maillot de l'OM. Ils ont même brûlé ce maillot. Comment peut-on en arriver là aujourd'hui en France ? Je pense que ce qui est arrivé à ce jeune garçon, qui est absolument sordide, traduit l'ensauvagement de notre société et traduit une relation, un rapport de plus en plus décomplexé à la violence. Moi, je crois que cet ensauvagement et cette décivilisation... C'est le mot qu'a employé Emmanuel Macron la semaine dernière. Oui, on aimerait que les actes suivent, est la conséquence de l'effondrement de l'autorité dans notre société et de l'incapacité de notre société à être pacifiée aussi par une justice qui met de côté, par des peines dissuasives, ce rapport à la violence. Donc j'adresse évidemment mon soutien à ce jeune garçon, à sa famille. Donc la réponse, elle doit être judiciaire. Quelle réponse ? Parce qu'on est un peu désarmé face à un Non, comportement on n'est pas pareil. désarmé. L'État a été désarmé. Il faut une réponse pénale. Tous les Français font le constat que la justice est laxiste, que la justice est trop souvent du côté des agresseurs, trop souvent du côté de celui qui commet le crime ou le délit, que du côté de la victime. Je pense que si vous faites un exemple, je pense que ça dissuade 99% des gens qui sont tentés de commettre ce type de méfaits de passer à l'acte. Pourquoi est-ce qu'il y a de la violence dans notre société ? Parce que la justice ne fait plus peur, parce que l'échelle des peines s'est effondrée dans notre société et que l'atteinte à l'intégrité physique devrait retrouver dans le système pénal français un caractère quasi sacré. Et vous le savez, Marine Le Pen l'a porté pendant la campagne présidentielle. Nous souhaitons que les aménagements de peine soient impossibles au-delà de 6 mois ferme lorsque, évidemment, on parle d'atteinte à l'intégrité physique. Parce que si on ne resacralise pas le fait de toucher à une personne, de toucher à un enfant, de toucher à un individu, de toucher à un policier, de toucher à un élu, alors évidemment le laxisme se poursuivra dans notre société. Je pense que c'est affaire de volonté politique, mais depuis trop longtemps, on cherche systématiquement à trouver des excuses à celui qui commet la violence dans notre société. Il y a un processus, c'est l'ensauvagement de notre société. Il y a une réponse, c'est la loi, l'ordre et le retour à une justice ferme, efficace et dissuasive. Vous parliez d'Emmanuel Macron, il parle beaucoup de vous en ce moment, le chef de l'État. Il vous défend quand sa première ministre traite le RN de parti héritier de Pétain. Est-ce que vous diriez, comme Sophie Binet, la nouvelle numéro 1 de la CGT, qu'il vous fait la courte échelle, Emmanuel Macron ? Non, je pense que Emmanuel Macron fait preuve de cynisme quand il en vient à recadrer sa première ministre, parce que c'est la moindre des choses d'ailleurs, parce qu'elle compare 42% du corps électoral français à des héritiers de Pétain, mais qu'il ne se gêne pas pendant les entre-deux tours de campagne présidentielle d'aller par exemple à Oradour-sur-Glane et de tenter d'instrumentaliser les moments les plus douloureux de l'histoire de France, d'instrumentaliser les drames que nous avons connus dans notre histoire et notamment durant la Seconde Guerre mondiale pour salir un mouvement politique, c'est une forme de cynisme. Donc il faut retrouver un peu de calme. Et moi j'aimerais dire au gouvernement et au président de la République, faites honneur à la démocratie française. Combattez-nous sur nos idées, combattez-nous sur nos propositions, combattez-nous sur la vision que nous portons pour la France et pour les Français et arrêtez de nous salir parce que en nous salissant, en nous attaquant, en nous insultant, en considérant que nous sommes les héritiers, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, eh bien vous salissez des millions et des millions de Français qui sont des patriotes sincères et qui considèrent que notre mouvement est aujourd'hui un espoir pour les Français. Je vous parlais de Sophie Binet qui ne veut toujours pas que la réforme des retraites s'applique à partir du 1er septembre, même si le gouvernement a commencé à en publier les décrets d'application. À quoi va servir la journée de mobilisation qui est prévue demain, la 14e depuis janvier ? Je pense que les Français sont résignés. Voilà, c'est fini, la bataille des retraites, c'est fini ? Écoutez, en l'occurrence, moi je viens dire, moi je suis à la tête d'un mouvement politique qui s'est battu contre cette réforme des retraites, qui est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée et qui vient dire aujourd'hui aux Français, et notamment à ceux qui travaillent dur, à ceux qui rentrent tôt sur le marché du travail, à cette France des BTS, à cette France des métiers manuels, si nous arrivons à la tête de l'État, nous permettrons à tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans de partir la réforme des retraites à 60 ans et 40 annuités de cotisation. En attendant, est-ce que le gouvernement a gagné cette première manche, donc selon vous, de la bataille des retraites ? Le gouvernement a violé le chemin démocratique. Donc si vous voulez, quand il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, que le Parlement est contre, quand on n'entend pas la volonté du peuple français... Il y a une motion de censure. Oui, écoutez, c'est la conséquence logique de l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, mais la motion de censure n'est pas le vote sur le texte initial. Le gouvernement souhaite une démocratie sans peuple
et sans Parlement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, je viens dire aux Français, ce que vous vivez n'est que la conséquence de choix politiques. Il y a des élections européennes dans moins d'1 an, il y a des élections présidentielles et législatives dans 4 ans. Le Rassemblement national donc prépare plus dans la rue, c'est dans les urnes maintenant. Dans le mouvement social, il est libre de s'organiser comme il le souhaite. Vous soutenez les manifestantes demain comme vous les avez soutenues mais mon rôle n'est pas tant de soutenir les mobilisations que d'offrir un débouché politique à la colère sociale. Il y a une coagulation des colères aujourd'hui. On a le sentiment que tous les Français dans notre pays ont un motif légitime pour descendre dans la rue. Il y a une crise très importante de l'inflation, elle n'est pas réglée. Il y a une crise évidemment du pouvoir d'achat, il y a une crise sociale qui n'est pas réglée et qui vient du fait qu'on impose à l'immense majorité des Français une réforme qui va rendre le système des retraites non pas à l'équilibre comme ça nous avait été promis, mais en déséquilibre, et qui va même, dès la première année, c'est-à-dire dès l'année 2024, quand elle va rentrer en fonctionnement, va coûter plus qu'elle ne rapporte dans les caisses de l'État. Elle a quand même rassuré l'agence Standard & Poor's. Donc tout ça a été n'importe quoi. Si Emmanuel Macron a dû faire cette réforme des retraites, c'est d'une part parce que ça fait partie des revendications de la Commission européenne, et il faudra sanctionner l'Union européenne aux élections européennes l'an prochain, et que deuxièmement, elle est probablement la crainte, M. Minc l'a avoué, de voir les taux d'intérêt monter. Donc il fallait donner quitus et qu'il fallait donner des gages au marché financier. Est-ce que vous pourriez être parmi les alliés de circonstance que va chercher LFI en déposant sans doute une nouvelle motion de censure contre le gouvernement? Est-ce que vous pourriez voter cette motion de censure? D'abord, moi je ne suis pas sectaire, on lira les motions de censure. Et vous savez, pour être clair, est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il faut faire tomber le gouvernement ou pas? Nous l'avions dit. Maintenant, il y a eu des votes de motions de censure. Je pense que le meilleur moyen de faire tomber le gouvernement, c'est de sanctionner ce gouvernement lors des élections européennes qui ont lieu dans moins de 12 mois. Donc c'est pas la motion de censure qui viendrait peut-être dans quelques jours? Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je les prendrai. Je ne suis pas sectaire. Vous savez, le sectarisme en 30 ans de vie politique, mon mouvement politique n'a fait que le subir. Nous voterons les motions de censure. Je ne sais pas, s'agissant de celle de la France Insoumise, nous la lirons d'abord avant de la voter. Mais je n'ai aucune difficulté à voter des textes qui ne viennent pas de ma famille politique parce que je ne suis pas sectaire et que bien souvent en politique, le sectarisme confine à la bêtise. Je vous rappelle que si la NUPES était réellement dans l'opposition à Emmanuel Macron, s'ils avaient, plutôt que d'aboyer, d'hurler, de transformer l'Assemblée en ZAD, s'ils avaient voté la motion référendaire que nous avions déposée à l'Assemblée nationale... On va pas refaire ce match qui est là depuis le refait le match quand ça vous arrange. Moi, rien ne m'arrange. Moi, je vous pose des questions. J'en ai encore à vous poser sur les conclusions qui s'apprête à rendre la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères qui accusent votre parti d'avoir été, je cite, la courroie de transmission de la Russie. Alors, si Marine Le Pen a toujours condamné l'invasion de l'Ukraine, elle ne trouvait rien à redire, en revanche, de l'annexion de la Crimée en 2014. Est-ce qu'à une époque, le RN a roulé pour la Russie, entre guillemets? Non, pas du tout. D'abord, je pense que personne n'est dupe. Le Rassemblement national monte. Le Rassemblement national est attaqué. Le gouvernement l'assume. C'est la task force anti-RN. C'est-à-dire il faut maintenant tout mettre et tout cibler contre le Rassemblement national. C'est vous qui l'avez demandé. Premièrement, toutes les instances, mais parlons de la Commission, toutes les instances de l'État qui ont été entendues par les membres de la Commission, l'initiative du Rassemblement national, ont toutes dit leur vérité. La DGSI, c'est-à-dire les services secrets français, la Commission nationale des comptes de campagne, le Parquet national financier, l'OCLIF, Tracfin, ont toutes dit devant la représentation nationale, nous n'avons rien à reprocher de ce point de vue-là au Rassemblement national. Le patron de la DGSI a même évoqué de la rhétorique de campagne il y a quelques semaines en disant qu'il n'y avait à sa connaissance aucun mouvement politique, non mais je tiens à le dire, qui était sous influence étrangère. Je vais vous dire, notre intégrité, elle est totale. Voyez, et le jour où le Rassemblement national prendra ses ordres et déterminera sa vision politique en fonction d'intérêts étrangers, je pense qu'il faudra qu'on arrête la politique parce que si les gens viennent vers nous, c'est précisément parce qu'ils savent que nous sommes des souverainistes convaincus et que nous n'avons rien à nous reprocher. Il y a eu cette rencontre entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen le 24 mars 2017, à quelques semaines de la présidentielle. Excusez-moi, Emmanuel Macron, il n'a pas rencontré Vladimir Poutine. Mais si ça avait été à l'époque François Fillon ou Emmanuel Macron qui n'était que candidat, est-ce que vous auriez trouvé ça troublant à quelques semaines d'une présidentielle? Mais honnêtement. Non mais il n'y a pas à se trouver troublant. Ouais. Emmanuel Macron a-t-il rencontré, oui ou non, Vladimir Poutine à Versailles, dès son élection, accueilli en grande pompe, en chef de l'État. Ouais. Marine Le Pen aspirait à être chef de l'État en 2017, ça ne vous aura pas échappé, en disant qu'il fallait un rapprochement avec la Russie et que la coopération était nécessaire en matière de terrorisme. Maintenant, moi je ne fais pas de la langue de bois. Le Vladimir Poutine d'il y a 5 ans n'est pas le Vladimir Poutine d'aujourd'hui. Et j'ai aucune difficulté à le dire. Et il est vrai que nous avons condamné, vous avez raison et merci de le rappeler, sans aucune ambiguïté l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et je pense que maintenant la Russie doit entendre
qu'elle n'a rien à gagner en Ukraine et que la paix passera nécessairement par le retrait des troupes russes de l'Ukraine. À propos d'éventuelles Je tiens à dire quand même juste que ce rapport, il a été, enfin, ce rapport qui accuse politiquement le Rassemblement national est signé par qui? Non, mais... il est signé par la présidente de la commission? Non, il est signé par la rapportrice de la commission, Madame Le Grip, qui est membre de Renaissance. De la majorité après, présidentielle. une commission d'enquête parlementaire, c'est forcément politique, puisque c'est fait avec les différents groupes politiques. Oui, il ne faut pas être dupe. À propos d'éventuelles ingérences étrangères, est-ce que vous considéreriez que le rachat du Stade de France, qui est à vendre par le Qatar, qui est candidat, entrerait dans cette catégorie? Oui, je veux dire, moi, ça me fait mal de voir des clubs français, ça me fait mal de voir du patrimoine français être bradé à l'étranger. Je veux dire, ce gouvernement est aussi coupable d'avoir organisé la grande braderie du patrimoine. Vous savez, le patrimoine, c'est le patrimoine immatériel, c'est la défense de notre identité, mais c'est aussi le patrimoine matériel. Or, on voit que nos châteaux, que nos stades de foot, que nos clubs de foot, c'est surtout que nos fleurons industriels sont rachetés systématiquement par des groupes étrangers. Pourquoi? Parce que l'État a baissé les bras et se refuse à faire du patriotisme économique. Donc je pense qu'il est temps que la France défende ses intérêts. Et il ne faut pas vendre le Stade de France, ou il ne faut pas le vendre au Qatar? Je pense que le Stade de France devrait être la propriété d'un groupe français, qu'elle devrait être la propriété de la France. Je veux dire, ça pose problème aujourd'hui qu'une dictature islamiste comme le Qatar rachète tout ce qui appartient aujourd'hui aux Français. Ça n'appartient pas à l'État. Le patrimoine, il appartient à tous les Français. Et encore une fois, je préférerais que ce soit évidemment entre les mains du peuple français. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci à vous. Bonne journée à vous.